Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va être un monologue. Effectivement, j'ai pas d'invité parce que on fait un récapitulatif de notre saison numéro 2. Et oui, c'est déjà fini la saison 2, mais ne vous inquiétez pas, la saison 3 démarrera en janvier 2023. Euh, L'idée de ce récapitulatif, en fait, c'est pour déjà en partant vous remercier de nous écouter aussi religieusement. On est très heureux enfin, on a regardé nos statistiques, de nous rendre compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent. Ça fait toujours plaisir de recevoir vos messages, de recevoir vos recommandations, vos suggestions, je devrais dire, pour les prochains épisodes. Donc, on essaie tout le temps de vous trouver des personnes qui vont être d'intérêt pour améliorer vos connaissances. 2022, on a rencontré quand même pas mal de personnes comparativement à la saison 1 qui était très courte. La saison 2 a été vraiment une saison complète en termes de nombre d'épisodes et de nombre d'invités. Je me souviens, on a commencé cette saison-là avec ma très chère Stine Marsal, qui est venue nous parler de comment démarrer un programme CX sans budget. C'est sûr que on a tout de suite l'impression que ça va être un programme qui a été mis en place dans une PME, mais non. Steen a mis ce programme-là en place à l'aéroport de Copenhague. Et donc, même si on est dans une grosse entreprise, c'est ce que moi je retiens en fait, même si on est dans une grosse entreprise, le plus important, c'est pas tout de suite d'injecter de l'argent dans le domaine de l'expérience client, c'est d'abord d'apprendre à comprendre les informations et de trouver nos quick wins. Je pense que ce qu'il faut retenir de cet épisode-là, c'était ça. C'est que la première chose, c'est pas d'injecter de l'argent. Il faut comprendre, puis commencer déjà à régler les petits problèmes qui existent au niveau de notre clientèle. Puis oui, ça peut se faire très bien. Un programme d'expérience client peut très bien se mettre en place sans avoir effectivement un immense budget, parce qu'on ne part pas d'abord dans la transformation. On part d'abord dans les changements de base. Nous avons ensuite reçu Bérangère Roux, qui est une spécialiste de la transformation digitale, qui nous a montré un peu c'était quoi les enjeux en fait et les défis que les entreprises pouvaient rencontrer quand il fallait faire de la transformation digitale. Puis il nous a aussi montré que la perception de ce que c'était qu'une transformation digitale était avait besoin d'évoluer en fait, si on veut, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont parler de digitalisation. En fait, ils vont faire de la digitalisation, mais vont penser qu'elles sont en train de faire de la transformation digitale. Donc, elle nous a quand même éclairé un peu sur ce point-là. Et après cet épisode, nous avons rencontré Anne-Laure, qui je pense que c'est l'épisode jusqu'à présent qui est l'épisode qui est toujours le plus écouté. Il est toujours numéro 1 chaque mois. Et elle a parlé de comment rendre concrète la vision CX. On s'entend que c'est un challenge pour les personnes qui travaillent dans le domaine de l'expérience client de rendre cette vision-là concrète, puis même de faire adopter cette vision-là au sein de cette entreprise-là. Alors, je pense que c'est pour ça aussi que cet épisode-là est celui qui est le plus regardé, parce qu'elle nous a beaucoup donné d'éléments concrets en fait sur comment rendre la vision concrète en fait dans les entreprises. Puis, on a rencontré Laetitia Massa, qui nous a fait le lien entre le branding et l'expérience client. Et on s'était rendu compte de beaucoup de similarités, en fait, entre ce qu'on fait au niveau du branding et ce qu'on fait au niveau de l'expérience client. Puis, de toute façon, c'est tellement évident que l'expérience client va avec le branding parce que une image de marque, il faut la propulser auprès de notre clientèle. Puis, il faut la propulser de manière à ce que ça réponde aux attentes en fait de notre client. C'est cette proposition de valeur qu'on fait à notre clientèle. Donc, ce qu'on dit qu'on va leur offrir, il faut à la fin de la journée le leur offrir et s'assurer régulièrement que c'est vraiment ce qu'on leur offre et puis c'est vraiment comme ça qu'ils comprennent le positionnement de marque qu'on est en train de faire. Après l'épisode de Laetitia, on a parlé beaucoup de relationnel. Je pense qu'en fait, cette année, dans la plupart des épisodes, on a parlé beaucoup de la relation, du côté humain qu'il faut mettre en place. Et on a commencé avec Joe. Joe, c'est Jean qui nous a parlé en fait de comment, au niveau des organisations qu'il accompagne, il essaie de ramener l'humain au centre de la relation employeur-employé et de la relation aussi employé-client.
et de combien de fois ça peut faire une grosse différence, aussi bien au niveau émotionnel, bien sûr, mais aussi au niveau financier, au niveau des entreprises. Quand on fait comprendre au client qui compte, quand la première chose que le client ressent, c'est pas qu'on veut tout de suite avoir de l'argent de sa poche, mais que ses besoins, son intérêt a de l'importance pour l'entreprise. Daniel Fournier nous est arrivé après en parlant on parle complètement on parle de l'émotionnel tout à l'heure, on parlait du relationnel, mais là on a parlé juste après de la technologie et de tout ce que ça peut apporter justement comme plus-value à la mise en place d'un bon programme de l'expérience client. Il nous a présenté un produit, je l'appellerais comme ça, que je trouvais moi personnellement assez révolutionnaire dans sa capacité à récolter en fait très en détail les émotions des clients et puis le parcours en fait que le client fait de pouvoir, parce que souvent quand on va faire un sondage et tout ça, oui, le client va nous dire ce dont il se souvient, mais il y a des éléments dont il ne se souvient pas. Et avec l'intelligence artificielle et avec ce type de procédé-là, on a la capacité d'avoir, en plus de ce dont le client se souvient, on a en plus cette capacité de s'assurer que, évidemment, on le voit, en fait, ce dont il se souvient est vraiment arrivé à cette étape X. Donc, parce qu'on gère ses émotions et on supervise, en fait, on les gère pas, mais on les analyse au fur et à mesure de son parcours avec l'entreprise. Et je trouvais ça vraiment c'était très, très, très intéressant. Amélie est ensuite arrivée avec la plus-value qu'apporte une coach en expérience client. L'importance de cet épisode-là, c'était plus parce que on se retrouve dans un monde, je dirais plus francophone, au niveau de la francophonie, des entreprises francophones, peut-être aussi au niveau des entreprises anglophones, mais moi je vais parler du côté francophone où les gestionnaires ou les responsables du domaine de l'expérience client sont un peu perdus dans comment ils s'orientent en tant qu'individu qui veut évoluer dans le domaine de l'expérience client, comment on oriente sa carrière, comment on démontre sa plus-value en entreprise pour pouvoir justement euh, faire évoluer notre ambition au sein de cette entreprise. Et cet épisode était vraiment intéressant dans cette mesure-là. Guillaume Deslorieux Guillaume Desloreux nous a parlé après en fait des centres d'appel du futur, parce que qui dit expérience client dit généralement front office, puis qui dit front office va généralement parler aussi de centres d'appel. On est quand même revenu aussi sur l'émotionnel en fait quand on a parlé avec Guillaume, parce que c'est un travail qui quand même qui prend beaucoup d'énergie, je dirais, en centre d'appel. Puis d'avoir ce côté émotionnel, ce côté relationnel avec les employés des centres d'appel, ça aide aussi à ce qu'ils puissent le rendre au niveau de la clientèle. En fait, ça rejoignait un peu ce que Joe nous avait donné comme information sur le côté relationnel, le côté focusé sur le relationnel. Après l'épisode avec Guillaume, on a choisi de rencontrer Sephora Amoussa, qui nous a parlé du quotidien d'une directrice de l'expérience client. Alors, cet épisode était vraiment très cher à mon cœur, je devrais le dire comme ça, parce que c'était la première fois que je recevais une personne qui est dans le domaine et qui est sur le continent africain. Et je trouvais que c'était important d'avoir cette perspective parce que oui, on s'adresse à nos auditeurs qui sont dans les pays francophones, bien sûr, mais en sachant que les pays francophones, il y a une grosse partie des pays francophones aussi qui se trouvent sur le continent africain. Et c'était intéressant pour moi de savoir en fait comment ça se déclinait dans nos pays francophones en Afrique, l'expérience client, et c'était les challenges qu'on pouvait avoir en tant que gestionnaire ou responsable d'un département expérience client. Donc, avec Sephora, on avait euh, élaboré sur ce sujet-là, qui avait été très intéressant aussi. Ça avait permis de savoir un peu la perception qu'il y avait de l'expérience client et puis de ce que ça devait faire une directrice d'expérience ou un directeur, je devrais dire, d'expérience client sur le continent africain dans les zones francophones. Avec Véronica Marquez, on a parlé d'amélioration de processus, qui est d'abord un concept qui a été connu par rapport aux entreprises qui ont des chaînes de production, mais qui de plus en plus s'étend aux entreprises, même des entreprises de services. Et on a parlé aussi du fait que justement, lorsqu'elle va en entreprise, dans des organisations, pour faire de l'amélioration, pardon, de processus, l'angle expérience client est toujours inclus à l'intérieur. Parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, en fait, c'est être efficient, oui, pour
réduire les coûts et de l'entreprise, mais aussi pour pouvoir justement servir le client de façon plus efficace. Puis, quand on parle d'expérience client, on parle aussi d'amélioration des processus, parce que l'idée, c'est de rendre le parcours plus fluide, aussi bien pour les clients que pour les employés. Donc, c'était vraiment très intéressant comme discussion, en fait. Nous sommes allés un peu plus en profondeur au niveau des gestionnaires avec Hervé Collignon, qui nous a parlé du design thinking, parce que évidemment, on entend tellement parler de ça. Il nous a clarifié en fait ce que c'était et puis ce que ce n'était pas. Donc, débroussailler un peu le champ. Et il a parlé en fait de la méthodologie et du mindset en fait qu'il fallait avoir justement pour pouvoir appliquer cette méthodologie-là au sein d'une entreprise pour avoir une approche qui est beaucoup plus inclusive. Michael Brent nous a ensuite parlé de l'importance d'écouter la voix du client. C'est un sujet qui est très d'actualité, mais mettre en place un programme de la voix du client, ça c'est challenge. Et puis, il nous expliquait un peu en fait c'est quoi qu'il faut éviter de faire, puis comment fédérer autour de cette option-là d'écouter la voix du client, comment prendre en considération toutes les options de voix du client qu'on a dans une entreprise. Nous avons ensuite parlé avec Fred Canvé, qui nous a parlé de l'effet wow qu'on peut avoir aussi bien par l'humain que par les bots. Le plus intéressant pour nous, c'était aussi par les bots parce que l'intelligence artificielle, elle est dans nos vies présentement et plusieurs entreprises, la plupart des entreprises l'utilisent, le déposent en fait. On va avoir un chatbot qui va être intéressant pour les clients, mais on se rend compte quand on parle avec la clientèle que souvent c'est un ça crée beaucoup de frustration chez les clients parce que ça répond pas aux questions, ça donne des réponses qui n'ont rien à voir, ça t'empêche de parler à quelqu'un qui va pouvoir régler ton problème rapidement. Et justement, Fred nous expliquait qu'en fait, ce qui doit être fait en amont, avant d'implémenter un chatbot, va être gage de la réussite en fait de notre chatbot ou pas. Et il y en a de belles réussites en termes de chatbot, comme ma banque en fait en priorité a un chatbot que je trouve génial. Puis moi j'ai aucun souci dorénavant quand je veux avoir de l'information à utiliser le chatbot de ma banque parce que ils ont mis en place un chatbot qui tu comprends analyse réellement la question que tu lui poses. Et justement, Fred nous parlait de ça, de cette capacité de mettre en place un chatbot qui soit là pour servir le client et non pas qui soit là pour réduire les coûts parce que on veut réduire le nombre de personnes exactement qui qui participent, qui interviennent auprès de notre clientèle. Alex Boissonneau était l'invité suivant et avec Alex, on a dû faire 2 épisodes parce que, comme vous devez savoir déjà, le format de notre podcast est un format d'environ 20 minutes et on avait tellement de choses à dire que 20 minutes, ça ne nous suffisait pas. Alors, on a décidé de faire 2 épisodes successifs avec Alex où, dans un premier temps, on a parlé de désirabilité versus friction. Ça veut dire quoi, désirabilité versus friction? En fait, il nous a beaucoup expliqué que ce qui est général, en fait, en termes de parcours client et tout ça, c'est de travailler les points de friction, en fait, que nos clients vivent. Mais qu'est-ce que ça donnerait, en fait, si on travaillait les points de désirabilité, les points que les clients apprécient le plus? Est-ce que ce serait pas une plus-value pour l'entreprise de travailler ces points-là, de focuser dessus? Et je trouvais intéressant ces discussions parce que la plupart les personnes dans le domaine vont tout de suite se dire, il faut qu'on travaille les points de friction, il faut qu'on travaille les points de friction, mais il y a aussi une grande plus-value à travailler les points de désirabilité, en fait, les points que les clients aiment le plus. Puis, je pense qu'il est important de se poser et puis de voir c'est quoi l'option qui serait la plus pertinente pour notre entreprise une fois qu'on a fini de faire notre parcours client. Est-ce que c'est plus pertinent de travailler les points de friction plutôt que les points de désirabilité? Puis c'est pas une question, je pense, qu'on se pose souvent. On a tendance à définitivement aller vers les points de friction en premier. Donc, on a parlé de ça dans notre premier épisode. Et dans notre deuxième épisode, on a parlé de son rôle parce que Alex a eu un rôle de transformation expérience client dans une grande entreprise ici au Canada. Et on a parlé justement des défis qu'il a rencontrés parce que
sais, en termes d'expérience client, on essaie toujours d'être dans une position transversale, mais ça crée beaucoup de friction, ça crée beaucoup de challenges, ça crée de faire beaucoup de relations publiques et tout ça, et nous donner en fait des exemples bien précis de comment lui, à son niveau, il a pu gérer en fait ces défis que pose la transformation CX dans une organisation. Nicolas Baratia nous a ensuite parlé de ce que c'était et puis de la pertinence de former les gestionnaires pour qu'ils puissent en plus avoir un effet de roulement en fait où le gestionnaire qui est bien formé, qui comprend en fait ce que c'est qu'un gestionnaire réellement, puisse emmener ses employés justement à offrir cette plus-value en fait, d'avoir envie d'abord de venir au travail, puis de pouvoir justement offrir aux clients ce dont ils ont réellement besoin. Parce que on s'entend, il y a beaucoup d'entreprises où il y a beaucoup de clients qui vont dire ah moi j'ai pas aimé le service ici, c'est d'abord la faute des employés. Mais moi personnellement je trouve que c'est d'abord la faute du niveau du niveau un peu plus haut, au niveau de la gestion. Alors, comment former ces gestionnaires de manière à ce qu'ils puissent créer justement cet environnement de travail où les employés ont cette envie d'aller au-delà de ce qu'ils font, de donner plus à la clientèle et de donner plus aussi à l'entreprise. Donc, c'est beaucoup de ça que j'ai parlé avec Nicolas. Et on a terminé la saison numéro 2 avec un épisode avec Julien Rigal-Dupont qui nous a parlé de la gestion des émotions. Parce que oui, quand on forme les gestionnaires, bien évidemment, il faut qu'ils apprennent à gérer les émotions. Donc, on a parlé de la gestion des émotions aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Donc, gérer les émotions de nos collaborateurs à l'interne, c'est extrêmement important. Savoir quand est-ce qu'il faut leur donner une pause, faire un break parce que ça devient un peu émotionnellement chargé pour eux. Leur donner cette latitude justement de pouvoir faire une pause quand c'est nécessaire pour qu'ils puissent justement revenir sur le plancher ou au travail de manière à être beaucoup plus efficace. Et aussi, outiller nos collaborateurs à gérer les émotions de notre clientèle, parce que ça aussi, c'est important. Comment est-ce que les employés peuvent ou les collaborateurs peuvent gérer les émotions de notre clientèle? Ça fait un peu le tour de notre saison numéro 2, de tout ce qu'on a abordé comme sujet. Je remercie toutes et tous les invités qu'on a eus parce qu'ils ont été vraiment généreux de leur personne. C'était un plaisir pour moi. Je dirais que c'est un vrai bonbon pour moi de faire ce podcast-là. Puis donc, c'est sûr et certain que la saison 3 aura lieu. D'ailleurs, elle démarrera le 11 janvier 2023. On a déjà quelques invités de lister, en fait. Puis, comme d'habitude, je vous invite, si vous avez des suggestions d'invités ou des suggestions de sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un courriel à info@commercialexpertcx.ca. On prend toujours en compte vos recommandations et on va s'assurer de vous offrir une excellente saison 2023. Merci de nous avoir suivis durant toute cette saison-là et on se revoit dans quasiment un mois.